Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais introduire le cours sur l'Inde. Alors, l'Inde, c'est un pays de l'Asie du Sud. C'est un pays qui a été décolonisé en 47 à la suite de près de 2 siècles de colonisation britannique. Aujourd'hui, l'Inde, c'est un État fédéral avec deux grands partis nationaux qui sont le BJP qui a été créé en 80 et l'INC, le Congrès national indien, qui a été créé en 85. En 85. L'Inde, c'est un pays avec une grande diversité de religions, avec de l'hindouisme, d'autres personnes qui vont être musulmans, d'autres personnes qui vont être chrétiennes, etc. On remarque également en Inde une diversité de langues. On parle de près d'une vingtaine de langues nationales. L'Inde peut également être considérée comme une grande puissance. Déjà dès les années 90, avec le parti du BJP, l'Inde avait déjà cette ambition, car le BJP avait comme slogan l'Inde qui brille. Et ça a été plutôt bien réalisé parce que déjà dès 2023, l'Inde a été invitée au G7, donc le sommet des 7 grandes puissances mondiales. Et aujourd'hui, elle organise même de nombreux sommets. Déjà en 2023, elle a organisé le G20 et en 2023, l'Inde a même organisé donc la même année le sommet de l'OCS. Et l'Inde a réussi même à se spécialiser dans l'informatique, notamment comme dans des régions comme Bangalore ou le Karnataka. Cependant, l'Inde elle souffre quand même de nombreuses faiblesses. Déjà, c'est le pays avec le plus grand nombre de pauvres au monde. Le Covid a bien montré les faiblesses de l'Inde, avec notamment le deuxième variant qui a été extrêmement mal géré. Et un dernier problème de l'Inde, c'est aujourd'hui le problème de la démocratie indienne qui fonctionne très mal. Déjà avec l'arrivée de Modi dès 2014, qui a participé vraiment à renforcer encore plus les clivages entre les hindous et les musulmans. Maintenant, on va passer dans la partie 1 qui est l'Inde, une grande puissance. Et là, on est dans la partie A, l'Inde, un pays émergent. Alors, depuis son indépendance, l'Inde cherche vraiment à, euh, à développer son indépendance économique. Dans les années 50, l'Inde avait un modèle d'inspiration socialiste avec un très grand rôle de l'État. L'Inde était régie par un système d'autorisation administrative, essayer de mettre en place vraiment un focus sur l'industrie et mener de nombreuses politiques protectionnistes. Euh, dès les années 60 et notamment avec la, la révolution verte, l'Inde va vraiment pouvoir développer son agriculture. En fait, ce qui va se passer en 1964, c'est qu'il va donc avoir la révolution verte où l'Inde va adopter en fait des méthodes occidentales dans l'agriculture qui sont très productivistes et ça va être un véritable succès parce que l'Inde va réussir à nourrir sa population. Euh, mais elle va toujours souffrir du fait que son économie reste relativement fermée avec des parts réduites dans le commerce international et un trop grand contrôle des investissements à l'étranger. C'est pourquoi elle va y avoir une croissance certes mais assez modérée à ce moment-là. On parle de 2 à 3% avec un rythme donc assez lent. Heureusement, ce système indien, il va être progressivement aboli. Déjà en 2004, quand va être élu Manmohan Singh, il va engager de véritables réformes pour libéraliser l'Inde. Déjà, on va avoir la privatisation d'une grande partie des entreprises indiennes. On va avoir l'abolition de systèmes d'autorisation administrative. Il va également essayer de faciliter les IDE et en 2014, sa politique va vraiment être accentuée avec la venue de Modi, qui a vraiment voulu faire de l'Inde une terre attractive. Il a par exemple créé près de 200 zones économiques spéciales.
Et ces politiques indiennes, ça va être un succès parce que l'Inde va connaître une croissance beaucoup plus forte. Déjà dans les années 2000, on parle d'une croissance de près de 9%. En 2010, l'Inde va être à une croissance de près de 7%. Et en 2023, elle reste à une croissance extrêmement élevée. On parle de 6%. Et si on regarde depuis les années 90, le PIB indien a été multiplié près a fait une multiplication de près de x10. En fait, la croissance indienne extrêmement forte euh, aujourd'hui, elle peut être expliquée par des atouts, des nombreux atouts de l'Inde. Déjà, elle a réussi à avoir une agriculture autosuffisante, comme on l'a dit, dès les années 60 grâce à la révolution verte. Ensuite, également, on remarque que l'Inde a une croissance tirée par les services qui représentent près de 50% de son PIB, ce qui est très différent de la Chine qui est beaucoup plus industrielle. Euh, comme je dis, on va avoir de grandes entreprises de services en Inde, comme dans la téléphonie avec Bharti, ou encore dans l'informatique avec Wipro, ou encore Infosys. On doit également réussir à former des ingénieurs informatiques de grande qualité. Et ça, c'est dû à la création dès les années 50 d'écoles d'ingénieurs pour former des ingénieurs très qualifiés. Et dans les années 90, on va avoir également la création d'une agence pour développer le software en Inde. Et l'informatique, ça va se développer surtout dans les régions du sud, surtout à Bangalore et dans le Karnataka. Et aujourd'hui, le développement de la numérisation de l'économie indienne a aussi permis d'attirer de nombreuses FTN étrangères telles que Apple ou encore Foxconn. Et l'Inde ne dépend même pas forcément de ces entreprises étrangères parce qu'elle dispose aussi de grandes FTN. On peut penser au groupe Mittal dans la sidérurgie qui a réussi même à acheter Arcelor en 2007. On peut penser également à Tata, ce groupe industriel indien dans l'automobile, ou enfin on peut penser également à Adani, ce groupe dans l'énergie. Et on remarque quand même que quand même cette croissance indienne, tout comme dans les années 50, elle reste quand même, extrêmement tirée par l'État. Par exemple, 70% des actifs bancaires sont possédés par des banques d'État. Euh, Cependant, quand même, ce qu'on remarque en Inde, c'est que l'Inde a, euh, enfin, le commerce intérieur de l'Inde, c'est quand même quand même une place très secondaire dans l'économie indienne. Ce commerce intérieur, il va surtout être tiré par la consommation intérieure. Et l'Inde, elle peut réussir à faire ça parce qu'elle a quand même une population qui est extrêmement grande. On parle de près de 1,4 milliard d'habitants. D'ailleurs, la population indienne, elle a presque doublé euh, pendant, euh, pendant 40 ans, avec aujourd'hui une stabilisation. En plus, on estime oui, que 2 tiers des Indiens sont en âge de travailler, ce qui est un avantage énorme pour l'industrie indienne qui a une main-d'œuvre jeune à disposition. Et en plus de ça, en Inde, il y a un développement d'une véritable classe moyenne qui représente à peu près 10 à 20% de la population qui va tirer donc la croissance par sa consommation. Alors, on va passer à la partie B, l'Inde, une puissance incomplète. Pardon, l'Inde une puissance complète. On peut dire que l'Inde c'est une puissance complète parce que déjà c'est une puissance militaire, c'est la quatrième puissance militaire mondiale avec de très grandes dépenses. Par exemple en 2023, le budget de dépenses militaires indien il atteignait près de 72 milliards de dollars de dépenses. L'Inde c'est également le premier importateur d'armes. Il va diversifier ses fournisseurs parce que l'industrie militaire indienne n'est pas encore assez développée. Dans les années 70, le partenaire de l'Inde dans le militaire, c'était surtout la Russie. Mais aujourd'hui, elle va, comme je dis, plus diversifier ses partenaires, comme en traitant avec les États-Unis, Israël ou encore la France.
L'Inde, c'est également une puissance militaire. Elle va réussir à exploser sa première bombe nucléaire dès 1974. L'Inde, c'est également une puissance spatiale. Dès 2019, l'Inde a réussi à détruire un satellite depuis le sol. L'Inde, c'est aussi une puissance maritime euh, parce qu'elle a toujours voulu contrôler l'océan Indien ainsi que ses voies d'approvisionnement. Ainsi, dès 2015, va être créée une base militaire indienne à Djibouti. En plus de ça, l'Inde elle se base également sur son soft power, déjà rendu possible par le fait qu'elle a une énorme diaspora. La diaspora indienne, c'est la deuxième diaspora au monde, avec près de 30 millions d'Indiens dans près de 170 pays, surtout en Afrique, dans les Émirats et dans l'Asie du Sud-Est. Et cette diaspora, c'est un véritable atout économique parce que déjà, euh, ça permet donc de faire venir des capitaux de l'extérieur du monde. Et d'ailleurs, dans les années 90, avait été créé un statut spécial de non-résident indien. Et cette diaspora elle permet aussi à l'Inde d'avoir une image positive dans les autres pays. Et ensuite, on remarque quand même que l'Inde arrive à assez bien influencer le monde. Par exemple, en 2015 a été créée la journée mondiale du yoga. Et l'Inde essaie aussi aujourd'hui de développer des partenariats dans le monde entier, dans tous les continents. Par exemple, en 2006, il va y avoir le lancement du sommet Inde-Afrique. Euh, en ce qui concerne l'Asie, la même année va être signé un partenariat stratégique entre l'Inde et le Japon. L'Inde aussi traite avec les États-Unis dans le cadre du Quad. L'Inde noue aussi des partenariats en Europe, comme en 2021 va être relancé des négociations pour un accord de libre-échange avec donc l'Union européenne. En Océanie, ça va être la même chose avec en 2020 un accord entre l'Inde et l'Australie pour la coopération énergétique et minière. Maintenant, on va passer à la partie C qui est l'Inde entre multilatéralisme et multipolarité. Euh, D'abord, ce qu'on remarque, c'est que en 1961, l'Inde va cofonder le mouvement des non-alignés pour affirmer sa neutralité pendant la guerre froide. Euh, et elle va très rapidement avoir une position très multilatérale, notamment avec Nehru dans les années 50, qui s'appuyait sur l'ONU pour favoriser la décolonisation. Puis dans les années 60, on va avoir une baisse de l'influence indienne avec de nombreux problèmes, déjà le problème du Pakistan, le problème du Sri Lanka, ou encore le fait que l'Inde souffrait à ce moment-là d'énormes problèmes internes qui vont s'étendre jusqu'aux années 80. Euh, Puis dans les années 90, ça va réussir à retrouver un rôle dans l'échiquier mondial en prenant déjà des rôles assez importants à l'OMC. Malgré tout cela, on remarque quand même une limite du multilatéralisme indien, parce que déjà, il ne va pas signer de grandes conventions, comme en 98, le statut de Rome de la Cour pénale internationale, ou encore un peu plus tôt, en 1968, le TNP, le traité de non-prolifération d'armes nucléaires. L'Inde va aussi bloquer certaines organisations comme l'OMC, comme à l'OMC pour défendre ses intérêts. Par exemple, en 2001, lors du cycle de Doha, l'Inde va s'opposer à l'ouverture totale des marchés agricoles en exigeant des garanties pour protéger ses agriculteurs contre les subventions des pays développés. Et en 2013, elle va bloquer temporairement l'accord sur la facilitation des échanges TFA pour préserver son programme de sécurité alimentaire. En tout cas, en fait, le but de l'Inde, vraiment en faisant ça, euh, en tout cas, le but de la politique indienne à l'échelle mondiale, ça va être que aucun grand arrangement global ne doit exister sans sa participation active. Et pour ça, il faut vraiment qu'elle devienne incontournable.
Et pour devenir donc un grand leader, l'Inde, elle a mis en place de nombreuses stratégies. Par exemple, depuis les années 2000, elle essaye d'aider les pays pauvres comme le Népal ou encore le Bhoutan. En 2023, elle a invité 7 pays du Sud ainsi que l'Union africaine dans le but de démocratiser les structures mondiales. Euh, L'Inde est même aujourd'hui considérée comme une global swing state car elle est de plus en plus importante dans l'échiquier mondial. Déjà, elle va baser sa stratégie sur une politique de ce qu'on appelle de hedging ou encore de multi-alignement. C'est pourquoi elle va collaborer avec de nombreux États. On parle de d'une trentaine de partenariats stratégiques euh, avec d'autres États comme la Russie, la Chine, les États-Unis, etc. Avec la Russie, elle va surtout coopérer dans le spatial, dans le nucléaire civil ou encore dans le pétrole. Et ça fait que, vu que l'Inde est assez liée à la Russie, l'Inde ne va pas condamner certains agirs de la Russie, comme en 2014, elle ne va pas condamner l'invasion de la Crimée, ou encore en 2022, l'Inde ne va pas critiquer la Russie alors qu'elle a envahi l'Ukraine. L'Inde collabore également avec l'Union européenne. En 2000, on va avoir un développement d'une coopération renforcée avec l'Inde, la France et l'Allemagne. L'Inde noue également de nombreux partenariats avec les États-Unis. Entre 2004 et 2006, il va y avoir de nombreux accords dans le spatial, dans l'énergie ou dans le nucléaire. Pour le nucléaire, c'était par exemple en 2005 avec la signature de l'accord de coopération du nucléaire civil. Et en 2016, il y a eu l'Inde en fait est devenue même pour les États-Unis un partenaire de défense majeur. Et aujourd'hui, l'Inde participe à plusieurs sommets pour montrer son importance dans l'échiquier mondial, comme le sommet de l'IBAS entre l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, qui avait été créé en 2003. L'Inde participe aussi au BRICS, à l'OCS ou encore au sommet de l'Asie orientale. En fait, la stratégie de l'Inde pourrait être résumée suivant la stratégie de plurilatéralisme qui a été définie par le géopoliticien français Christophe Jaffrelot, parce que l'Inde va essayer de défendre seulement ses intérêts. Elle va s'adresser en fonction des sujets, soit à la Russie, aux États-Unis, à l'Europe, encore à la Chine. Elle va défendre que le monde est multipolaire et dans ce monde multipolaire, elle veut jouer le rôle d'une puissance d'équilibre.